une géopolitique quand même de grands bouleversements des rapports de force internationaux. Plusieurs gros signaux, très très forts, bien sûr la guerre en Ukraine, mais pas que, au Proche-Orient, des rapprochements entre États autoritaires versus qui s'affrontent et qui veulent en découdre de plus en plus avec les Occidentaux. Il faudrait être naïf pour ne pas le voir, et ce rapport s'inscrit dans ce contexte-là. Une autre problématique qui, s'adresse plutôt aux marques, en fait. Selon toi, si on venait à cette labellisation pour les marques, est-ce que ça serait donc un nouveau business model pour le monde de la communication? Est-ce que les achats médias, se feraient en fonction de ce label, par exemple? On pourrait, y venir. Une sorte de brand safety ou une protection de la marque, par rapport au contenu, publié. Est-ce que ça peut être une orientation selon toi? Pour contrebalancer finalement cette idée de fake news que tu retrouverais, ailleurs que sur les médias? Oui, alors effectivement, l'autre aspect important de cette certification, ce serait aussi une question de modèle économique. Mmh. C'est pour ça que c'est un point clé qui est assez central. C'est à la fois ça traite cette C'est une grande question de la question, hein, qu'on se pose certification. toujours, hein, d'ailleurs, hein, depuis très, très longtemps, le modèle économique des médias en fait aussi et des marques. Exactement, Mmh. exactement. Alors pourquoi c'est important? C'est parce que si on regarde plus globalement ce qui est en train de se produire au niveau des médias internationaux, c'est l'arrivée des plateformes, notamment d'IA. Mmh. Alors, il y a des choses, des plateformes sociales, c'était le premier temps, on va dire, pour les plateformes sociales. Il y a un grand mouvement initié par des éditeurs en France et dans le monde pour les droits voisins, pour faire payer aux plateformes l'utilisation des contenus qu'ils produisent. Voilà, ça c'était une tendance. Il y a une société en France qui a été créée, c'était des droits voisins qui travaillent à négocier avec les plateformes ces droits d'utilisation des contenus d'information produits par les éditeurs. Ce travail-là, il est à mettre en parallèle avec deuxième arrivée, celle des plateformes d'IA qui aujourd'hui vont probablement utiliser ces contenus de façon encore plus massive et encore plus générale, mais sans qu'on ait forcément de traces de la manière dont c'est utilisé. Donc c'est là que ça devient compliqué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des partenariats sont faits avec certains éditeurs qui acceptent de donner finalement leur contenu à crawler, à indexer par ces plateformes pour les entraîner, et en échange de quoi ils récupèrent un peu d'argent. Donc cette monétisation, elle est, pour certains, elle est à court terme, pour d'autres, elle est vitale. En fait, il faut y envisager plutôt, non pas un paiement en une seule fois, comme c'est le cas pour certains éditeurs, mais plutôt une forme de rétribution régulière, de Mmh. droit d'utilisation. Et ça pourrait être en fonction de l'utilisation réelle. Donc pour ça, il faut un système de transparence, de suivi de qu'est-ce qui est fait de quoi. Et deuxième chose aussi, de la qualité. Pour pouvoir demander aux plateformes d'être payées, il faut pouvoir justifier de la qualité de ce qu'on produit, de la valeur qu'on crée. Et c'est là que entre la notion de certification est très importante, parce que si on n'est pas capable de produire finalement un état des lieux de comment on travaille et pourquoi est-ce qu'on apporte de la valeur, les plateformes n'accepteront jamais de payer. Donc de ce point de vue, la certification est un passage obligé, que ce soit avec la plateforme sociale et les plateformes d'IA, ce sont les mêmes d'ailleurs aujourd'hui, ou en partie. Et donc, voilà, c'est une question aussi de business model. Pour revenir à la question des marques, c'est là aussi que ça peut être intéressant de la même façon, d'avoir une forme d'augmentation, on va dire, par exemple, des tarifs publicitaires en fonction de cette certification. Voilà. Nous, on a des tarifs publicitaires plus élevés que d'autres, mais on le justifie parce qu'on a des process de fabrication et donc une qualité qui le justifie. Et ça, c'est d'une certaine façon aussi une façon à la fois d'assurer la brand safety pour les marques, mais Mmh. aussi pour les médias, de justifier finalement des coûts supérieurs à ce qui peut être produit par des individus lambda ou de la récupération automatisée ou d'autres. Voilà. Donc, c'est une façon aussi, quelque part, d'assurer un financement d'un côté et une sécurité de la qualité de l'information produite de l'autre, Mmh. des deux côtés. Donc, oui, ça sert finalement tout le monde dans la mesure où les critères qui vont être pris en compte sont les bons. C'est tout là c'est là qu'il va falloir faire très attention à vraiment valider certains critères et pas d'autres. Encore une fois, sur des processus de fabrication et pas sur des finalités. On a aussi ce qui avait été inventé au 19e siècle, la publicité. Et la publicité finance une information à moindre coût. Il faut bien comprendre ça, les gens ont du mal avec ça, mais s'il n'y avait pas la publicité, les coûts de l'information seraient bien supérieurs.
Donc, sans même parler de gratuit, c'est la publicité qui a permis de faire baisser radicalement le prix des journaux au milieu du XXe siècle. Euh, voilà, grâce à ça, on a eu la presse à un sou qui était quelque chose qui a vraiment popularisé, démocratisé l'accès aux connaissances et à la vie citoyenne et donc à la politique, etc. Donc, l'héritage, notre suffrage universel, l'héritier direct Mmh. de cette politique de publicité, finalement, qui a permis d'éveiller les consciences à un niveau Mmh. massif. Mmh. Donc voilà, pour moi, la question, c'est celle de l'équilibre des financements et donc de l'indépendance journalistique. C'est-à-dire qu'il Mmh. n'y a pas de système indépendant en tant que tel. On me dit des lecteurs, c'est une meilleure indépendance. Oui et non, parce qu'on peut aussi avoir tombé dans la démagogie Mmh. et ne donner à ses lecteurs que ce qu'ils ont envie d'entendre. On peut être dicté par son lecteur. C'est aussi Mmh. une forme d'autoritarisme Mmh. d'être Mmh. dicté par son lecteur. Donc, Ouais. ce n'est pas, pas une garantie en soi. De la même façon que la publicité, évidemment, quand elle est exagérément importante dans le business model, le modèle d'affaires, c'est évidemment un risque de dépendance vis-à-vis des annonceurs. Mmh. Et de la Mmh. même façon, quand on dépend de l'État, évidemment, c'est un risque. Donc, il n'y a aucun système qui en soit garantit l'indépendance. C'est l'équilibre des pouvoirs, Mmh. comme Mmh. disait Tocqueville, qui garantit l'indépendance du tout. Voilà. Donc, je pense que c'est surtout ça la leçon. Et aujourd'hui, avoir des financements plus importants par la publicité auprès de sources qui ont des procédures de qualité, ça augmente le fonctionnement, ça augmente je dirais, les capacités d'investissement et de fonctionnement des éditeurs. Et donc, ça, c'est une bonne chose. Il peut y avoir aussi une partie d'achat pour ceux qui ont les capacités, la volonté, etc., les abonnements. Mais je pense que idéalement, il devrait y avoir des systèmes intermédiaires, ce que proposent aujourd'hui beaucoup de journaux, hein, avec à la fois des abonnements payants, mais aussi un accès libre pour 5 articles, par exemple, pour découvrir le produit et s'y acclimater et peut-être un jour devenir abonné, mais en tout cas accéder à certains contenus quand même, etc. Donc, c'est un peu ça. Moi, je dirais, c'est pas tout ou rien. C'est les deux, mon capitaine, Mmh. et dans un système où on peut arriver à faire payer de plus en plus les plateformes qui, elles, en fait, depuis des années, Mmh. Utilise. tirent un maximum de valeur Mmh. de Mmh. contenus qu'ils ne produisent pas grâce à des systèmes de monétisation publicitaire et technologique qui remportent l'adhésion des annonceurs. Donc, de convaincre aussi les marques et les annonceurs d'investir un peu moins dans ces plateformes, et plus pour des marques qui leur garantissent une qualité d'information, une réceptivité du message plus importante, c'est aussi quelque chose qu'il faudra voir avec les marques. Parce Mmh. qu'aujourd'hui, elles financent beaucoup les plateformes et beaucoup moins les éditeurs. Donc, cette question, elle est importante aussi. Est-ce que, selon toi, en fait, une marque doit mettre tous ses investissements pub, dans les réseaux sociaux, ou mieux communiquer avec les jeunes journalistes ou simplement moins communiquer, en quelque sorte? Alors, c'est une bonne question. Est-ce que les marques doivent moins communiquer? J'ai envie de dire souvent oui. Je suis assez d'accord avec ça. Euh, Pourquoi? Parce qu'on est dans une économie de l'attention qui est de plus en plus limitée, de plus en plus compétitive. Et globalement, je dirais, il faut parler moins, mais parler mieux. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de dire, pour être entendu, c'est pas la peine forcément de s'exprimer sur tout le temps, parce qu'il y a un brouhaha qui devient inaudible. Mmh. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une forme oui, effectivement, de frugalité de la communication à laquelle il faudrait prêter attention. Aujourd'hui, les plateformes sont très fortes pour ça. Elles ont à la fois des critères sociaux, économiques, des informations sur les usages, sur le ciblage très importantes, et en même temps, elles ont la puissance. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les annonceurs vont vers eux, et ça, c'est un service extrêmement important. Mais on constate aussi que, certes, les informations sont ciblées, certes, elles sont diffusées à beaucoup de gens, mais on a un problème d'attention quand même, d'engagement, de contenu, d'attention réelle. Et là, on peut se tourner à nouveau vers les éditeurs qui ont développé un lien fort avec leurs lecteurs. Et donc, je dirais, c'est complémentaire d'une démarche quantitative, d'avoir aussi cet engagement, cette qualité de l'attention, cette qualité aussi de la confiance qu'on a suggérée, de la réceptivité globale de son public, indépendamment de cette notion de ciblage plutôt socio-démographique et de puissance. Donc ça, je pense que c'est pas, il faut l'un ou l'autre, il faut rééquilibrer un peu plus le jeu, de sorte que chacun puisse se financer du côté des éditeurs, et en même temps que les marques continuent d'avoir leurs objectifs de quantitatif et de ciblage, mais avec cette attention qui est quand même très important
parce qu'aujourd'hui, oui, certes, on a touché le bon public au bon moment, sur la bonne plateforme. Est-ce que pour autant, on a réussi à le convaincre? Pas toujours. Pas toujours, parce qu'on est dans une démarche de plus en plus de picorage, où l'attention, elle, est faible, ce qu'on n'a pas quand on est devant un magazine ou devant un titre pour lequel on s'est abonné, pour lequel on a choisi, qu'on a choisi et pour lequel on se met en disponibilité. Donc, c'est vraiment la différence. C'est une meilleure répartition des budgets et une meilleure attention qui est prêtée à cette qualité de l'attention qui est quand même, pour un certain nombre de médias, en tout cas supérieure à ce qui peut être prodigué sur les plateformes. Cyril, pour revenir sur les communicants, comment les communicants peuvent-ils jouer un rôle dans la lutte de la désinformation et si oui, lequel, en fait, selon toi? J'avais écrit ça il y a bien longtemps, bien avant qu'on parle de désinformation, et je continue de croire qu'aujourd'hui, les communicants doivent faire attention à la manière dont ils communiquent et aller vers du buzz pour du buzz. C'est un vrai risque aujourd'hui pour les marques. C'est un vrai risque de confusion globale dans une société où on fait de moins en moins la différence. Il faut quand même s'amuser de l'information. Ça reste quand même important d'être dans un sarcasme. Mais en tout cas, il faut être très clair, il faut être très pédagogue et il ne faut pas qu'il y ait de risque de confusion possible. Donc, les communicants ont cette responsabilité de devoir vraiment faire attention à la manière dont ils communiquent pour éviter le buzz pour le buzz. Ils ont la responsabilité aussi de ne pas investir de ne pas financer des sources d'informations qui seraient vraiment dans le fake news, dans la déstabilisation, et même quelquefois devrait se poser la question de leur objectif. Est-ce que votre objectif, c'est du court terme pour faire aligner vos points de contact à court terme, ou est-ce que c'est construire une marque et une relation de confiance avec les citoyens? Certains médias aujourd'hui sont dans une volonté de bouleversement, de déstabilisation, je ne citerai aucun, mais manifeste une volonté d'abîmer en fait la démocratie actuelle à des fins politiques. Investir dans ce genre de médias, à court terme, ça peut être rentable parce qu'ils ont un impact aujourd'hui, ils sont entendus, ces médias-là. Est-ce que ça a du sens au plan d'une marque de communication qui veut s'inscrire dans le long terme? Je ne suis pas sûr. Voilà, donc c'est aussi une responsabilité sociétale plus globale des marques vis-à-vis de leur place dans la cité et de leur rôle de financement, je dirais, de la cohésion sociale. Voilà. On n'est plus, c'est la même chose des journalistes, on n'est plus des individus qui défendent une corporation. On essaie de faire en sorte que la société tienne, fait partie de la société. Et moi, je pense qu'on a un rôle plus important je dirais, d'action dans la vie de la cité. Pas simplement de défendre un point de vue, une corporation ou une. Voilà. Donc, que ce soit les journalistes, les communicants ou tout acteur d'une entreprise, elle a ce rôle et on attend d'elle de plus en plus qu'elle tienne ce rôle d'acteur social responsable et citoyen. On parlait plutôt d'engagement sur les médias sociaux, mais tu ne penses pas que ce nouveau média justement qui va naître ou qui existe déjà sera justement un média d'engagement en réalité, mais d'un engagement positif, c'est-à-dire un engagement d'échange ou un engagement respectueux finalement des différentes parties prenantes. C'est ça peut-être le magazine de demain, le média de demain en quelque sorte, et non cette information verticale. C'est ça que tu es en train de nous dire. Vertical et surtout détaché. C'est-à-dire que traditionnellement, le journalisme est détaché. On prend une distance, enfin pas très loin pour ne pas être corrompu par les faits et par les acteurs. On a cette volonté telle d'indépendance qu'on est à distance des faits. Et je constate que de fait, de nouveaux médias se créent, sont plus engagés. Alors le problème, c'est qu'il faut être à la fois, pourquoi pas, engagé dans une cause, par exemple l'environnement ou la cohésion sociale ou voilà, l'égalité, etc. Il y a des tas de causes qui méritent d'être défendues journalistiquement parlant, mais le risque, c'est il faut à la fois être, pourquoi pas, plus engagé, mais à condition de respecter ces règles déontologiques et notamment de production de la qualité de l'information. C'est-à-dire que c'est là que le risque c'est très compliqué. À la fois, je défends une vision peut-être plus engagée du journalisme, mais plutôt de responsabilité des sujets, de la manière dont on les traite. C'est plutôt ça que je vise, plutôt qu'engagé. Mais en même temps, c'est quand même une forme d'engagement pour la cité, dans l'intérêt de la cité. Et en même temps, je défends aussi des procédures de fabrication, une rigueur journalistique toujours la même. C'est là que parfois, on voit des titres très engagés qui, par leur engagement, dérivent vers du militantisme
Et donc, abandonnent des critères de qualité de vérification de l'information ou par biais cognitif, ils oublient de voir ce qui les arrange pas pour aller dans un engagement unilatéral. Et là, à mon avis, on est au-delà du journalisme, et là, c'est pas du tout souhaitable. Vraiment, encore une fois, c'est un équilibre très, très complexe entre responsabilisation plus importante des journalistes dans la manière de traiter des sujets. On ne peut plus se contenter, par exemple, de dire, voilà, on a encore un nouveau fait divers atroce, violent, qui est parvenu, qui est arrivé dans tel endroit de la ville, et puis c'est terminé. On a fait son boulot, et puis on ne suit pas l'affaire. Non, la responsabilité des journalistes aujourd'hui, des médias, c'est de dire, ben, on va vérifier peut-être un peu plus ce qui s'est passé, on va mettre en contexte cette information, on va la suivre. Est-ce que la personne a été sanctionnée? Est-ce qu'elle représente une information? Est-ce que ce fait divers est représentatif d'une hausse ou pas des faits divers violents dans le coin? Est-ce que c'est significatif ou pas? Voilà, apporter du sens, apporter de la mise en perspective, c'est ça que j'appelle la responsabilité des journalistes et dans une gestion plus globale de l'intérêt de la cité. Il y a des médias, il y a des marques, il y a des influenceurs, il y en a qui font du très bon boulot, comme il y en a qui font n'importe quoi. Donc, c'est au cas par cas, j'ai envie de dire. Et donc, pour moi, il n'y a pas de lutte entre les deux métiers. Là où je reconnais que les influenceurs ont pris une place, ils ont pris une place importante parce que les médias étaient beaucoup trop verticaux, justement, qui ne permettaient pas l'échange, l'interaction, et c'est toujours unilatéral. Cette place qu'ils ont occupée grâce aux nouvelles technologies, les influenceurs, ils l'ont prise parce qu'il y a un besoin. Ce que je ne cesse de dire aux médias depuis très longtemps, allez vers les gens, écoutez-les, valorisez, alors pas forcément toujours, mais en tout cas, de les entendre, de tenir compte de leurs opinions, en tout cas dans le traitement des sujets, de ce qui les intéresse ou pas, et puis intégrer-les le plus possible à la conversation, sans pour autant entrer dans une démagogie factice de tout le monde a les mêmes qualités et tout le monde doit parler à égalité. Ça, je n'y crois pas non plus, parce que être journaliste, être producteur de contenu ou influenceur, c'est passer du temps, c'est travailler, c'est vérifier, c'est tout ça. Donc, c'est pas que les gens n'ont pas forcément ni le temps, ni la compétence, ni l'énergie pour faire ce travail. Donc, c'est pas vrai qu'on n'est pas tous égaux devant le traitement de l'information, mais en tout cas, intégrer davantage les gens, ça, c'est cette raison qui explique pourquoi les influenceurs ont pris tant d'importance, et ceux dont on devrait s'inspirer beaucoup, les médias, qui veulent récupérer de l'audience et de l'attention. Il n'y a pas de distinguo médias traditionnels versus influenceurs. C'est quelles sont les procédures. Si un influenceur suit des procédures de qualité, il n'y a aucune raison qu'il soit mis de côté. Mais au moins, on permettra de faire le tri sur des critères qui seront objectifs et pas simplement catégoriels, pas simplement d'une corporation versus une autre, ce qui n'a aucun sens du point de vue du citoyen. Voilà, donc il y a des tas d'influenceurs, d'influenceurs, en tout cas de producteurs de contenu, de youtubeurs, de twitchers qui font un travail vraiment intéressant et qui mériteraient, pourquoi pas, d'être financés au même titre que des médias traditionnels. Tiens, on va faire appel à des influenceurs, c'est super. Ah, j'ai entendu qu'un tel avait eu tel résultat incroyable en termes de GRP ou de nombre d'impressions. So what? Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on développe comme marque? Est-ce qu'on travaille sur au long cours? Est-ce qu'on a véhiculé les valeurs qu'on voulait véhiculer? C'est quoi le projet? C'est quoi la stratégie un petit peu derrière? C'est le pourquoi et le pour qui, pour quel intérêt, quels sont nos lecteurs, quels sont nos consommateurs, quel est leur intérêt d'aller vers ça. Si on n'a pas ça en tête, on fait n'importe quoi. Dans la newsletter, c'est une personnalité, c'est une incarnation. C'est aussi ça. Et ça, l'IA ne répondra pas à cette problématique, même si on parle beaucoup d'avatars virtuels. Je pense que ça, j'y crois pas beaucoup parce que c'est tout sauf ce que les gens viennent chercher. Ils viennent chercher de l'incarnation, de la sincérité, comme en art. Là, c'est le critère de sincérité décisif. Donc, si on n'a pas ça, bah, on passe à côté. Donc, l'IA rend des tas de services et peut permettre d'être plus pertinent, plus intelligent, plus gagner du temps pour aller à l'essentiel. Mais on a quand même besoin de gens, de personnalités en qui on délègue une confiance et en qui, dont on apprécie la personnalité, les choix, ou pas toujours d'ailleurs, mais en tout cas qu'on aime suivre. Et c'est ça qui fera la différence par rapport à l'IA, c'est cette incarnation, cette sincérité et ce travail en collaboration avec la machine. Mais
bon, voilà, encore une fois, c'est pas une guerre, il n'y a pas une guerre de tranchées. Si on le prend comme ça, on est sûr de perdre. Est-ce que, par exemple, dans l'univers de l'entreprise, hein, pour combattre la désinformation, ça pourrait être, selon toi, un espace, en fait, d'abord de dialogue, de compréhension des médias sociaux, comment se construit l'information. Ça pourrait rentrer dans le cadre d'une politique RSE ou peut-être en début de construction, un modèle plutôt de RSED, c'est-à-dire responsabilité sociale de l'entreprise démocratique. À l'image d'une fresque du climat, par exemple. Est-ce que pour toi, c'est important, justement de compléter finalement cette éducation aux médias pour que peut-être que les parents, puissent dire aussi à leurs enfants, «Fais attention à ce que tu regardes» et cetera, et cetera. Est-ce que tu penses que c'est une piste, en fait, de réflexion et d'action, en tout cas? C'est une bonne question. Pour être très honnête, je me suis jamais posé la question du rôle des entreprises dans l'éducation aux médias. Mmh. Euh, Est-ce que c'est le bon lieu? Alors, tout dépend encore une fois de la manière dont c'est fait. Mmh. Euh, Encore une fois, tout est dans la manière de faire. Mmh. Qu'il y ait une réflexion, une discussion. J'ai pu moi-même participer, hein, dans une entreprise, à une conférence pour expliquer effectivement la montée. C'était il y a longtemps, presque 10 ans, la montée des fake news, 8 ans plus exactement. Et j'ai pu intervenir pour expliquer d'où venait la propension à monter, etc. J'avais écrit un article là-dessus et donc on m'avait invité. Et là, oui, pourquoi pas, ça peut engendrer une discussion, etc. Par contre, l'entreprise, est-ce que c'est le lieu de l'explication et entre guillemets, d'une forme de formatage quelque part? Enfin, ouais, je sais pas. Formatage dans le sens, voilà, il y aurait une bonne information et une mauvaise information. Mmh. Attention à ne pas tomber dans les fake news. Je pense que cette question des fake news, elle est très sensible. Mmh. Il y a beaucoup de gens, des professionnels, qui ne voient pas les choses du tout de la même façon. Mmh. Et donc, aborder cette question en entreprise, c'est risqué. C'est risqué parce qu'on peut se couper, en fait, alors que ça doit être. Il y a aussi avoir une tentation de se dire, laissez-moi tranquille, en fait, là, je suis là pour travailler, vous n'allez pas me dire ce que je pense. Vous n'allez pas Ouais. me dire ce qui est. Donc, vraiment, il Mmh. faut se méfier de ça. Il peut y avoir un repli encore plus fort si c'est fait de façon trop inquisitoire ou trop précise sur la manière de penser et peut-être qu'on peut se sentir un peu en danger alors Mmh. qu'on voilà, alors que c'est pas le lieu. Oui, merci infiniment pour, tous tes éclairages. Je te dis Merci à à toi. très bientôt. Comme À Oliver, en bientôt. fait, vous donne rendez-vous pour une nouvelle interview, prochainement. Cyril, merci infiniment.